à tous, bienvenue à cette rencontre-conférence du Hub Créatif de Verviers. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Hub Créatif de Verviers, c'est une initiative de la ville de Verviers et de l'Interface à l'Université de Liège et plus particulièrement de Liège Créative. Merci de nous avoir rejoints si nombreux ce matin. Alors, cette rencontre-conférence, elle prend place dans le contexte du projet TerraLab. Alors, ce projet, il est porté par le RATAF, le réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers, et par Pierre Van Stenberg, un des deux orateurs de cette rencontre-conférence. Alors, le projet TerraLab, il mise sur l'approche systémique et les principes du vivant afin de nourrir les pratiques territoriales des acteurs de l'arrondissement de Verviers et leur donner ainsi des outils d'aide à la décision pour mettre en place des stratégies de résilience et de transition vers un territoire plus durable. Alors, votre présence en nombre ce matin le confirme. Nous entendons de plus en plus parler d'approche systémique et ce matin, nous avons voulu répondre à cette question. Que veut-on dire réellement par systémique? Qu'est-ce qu'un système? Pourquoi en parler? Et surtout, comment appréhender et utiliser ces notions dans notre environnement? Et pour ce faire, nous allons croiser les regards, comme nous aimons le faire dans les rencontres du Hub Créatif de Verviers. Le premier regard sera porté par Pierre Van Stenberg, donc facilitateur et conseiller dans la conception de changements de système, ainsi que la résilience. Et nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Laura Wynne, que je remercie tout particulièrement, qui est directrice de la School of System Change, donc une école qui forme et outille les acteurs pour qu'ils soient en mesure de piloter des changements systémiques. Merci à tous et je cède la parole à Pierre. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être effectivement nombreux. On est déjà à 71 personnes avec les orateurs, mais c'est déjà intéressant, chouette. Alors, pour commencer, en fait, je vais vous inviter à remplir un petit sondage qu'on utilisera par ailleurs après. Et voilà, vous êtes peut-être encore en train de remplir le nuage de mots. N'hésitez pas à remplir ceci. On a quelques slides avant qu'on vous les présente. Il y a 4 petites questions qui devraient aller assez vite. Donc, je vous laisse quelques secondes pour remplir ça avant de se lancer concrètement. Peut-être la première question, c'est peut-être reprendre les 4 questions, Pierre, comme ça. Oui, je peux. C'est donc première question. Je sais ce que signifie la pensée systémique. Il y a différents choix. Quand je pense ou j'entends systémique, je me sens moins confortable. Quand je pense systémique, je me sens en capacité d'agir ou dans l'incapacité d'agir. Les approches de travail actuelles de mon environnement professionnel intègrent-elles une approche systémique par rapport au sujet que nous traitons? Voilà, alors je vais peut-être laisser encore tout le monde répondre et commencer. Comme ça continue, j'arrêterai le sondage un petit peu après. Alors, effectivement, nous entendons beaucoup parler de systèmes, on en parle de plus en plus, personnellement. On parle de toute une série de systèmes, système forestier, système éducatif, système plus mécanique comme l'éclairage, système automobile. On parle de système de production, on parle de système d'entreprise, on parle de système familial. Enfin, bref, c'est un mot qui ressort un petit peu à toutes les sauces. Et aussi le mot systémique, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Même si paradoxalement, j'ai parfois un peu l'impression qu'on parle de systémique un petit peu dans le sens de la complexité, dans un point de vue négatif, et on y reviendra. Alors, Peter Senge, que peut-être certains d'entre vous connaissent, nous disait, ce n'était pas hier, mais je pense que le contexte n'a pas tellement changé, nous vivons dans un monde d'ignorance des systèmes, ce qui produit toutes sortes de souffrances. Au plus l'interconnexion a augmenté, au plus nous avons ignoré les liens d'interdépendance. Alors, c'est parfois intéressant juste de se poser la question d'où ça vient, en fait, cette distance qu'on a avec les systèmes et la systémique. On en parle beaucoup, mais pourquoi ce n'est pas plus présent? Alors, si on remonte vraiment en arrière, ce sera très réducteur, hein, ce que je vais dire. On peut s'intéresser au premier événement, c'est Copernic et Galilée. C'est ce premier moment, en fait, où quelque part, l'humain a été obligé de réaliser ou d'accepter que la perception qu'il avait naturellement des choses, ce soleil qui se lève à gauche, qui se lève à droite ou inversement en fonction d'où on se trouve, en fait, c'était une sensation qui était erronée. Le soleil ne tourne pas autour de nous, mais nous tournons autour du soleil. Alors, c'est le premier moment, quelque part, il y a cette dualisation, cette séparation, en tout cas, de la pensée et des sens. Mais ça se magnifie vraiment, en fait, pendant la période des Lumières, avec toute une série de penseurs qui nous ont amené un grand nombre de choses extrêmement intéressantes pour le développement de notre civilisation et pour le bien-être de notre civilisation, avec peut-être quelques
des effets plus négatifs, mais bon, n'en parlons pas maintenant. Et donc, cette période des Lumières, c'est le début d'une pensée scientifique, le début d'une pensée rationnelle, parfois réductrice, simplificatrice, qu'on définit souvent comme linéaire ou mécanique. C'est-à-dire qu'on va chercher en fait, dans les problèmes une causalité assez linéaire. On a un problème, on a une solution. Ce qui nous a plongé, en fait, grosso modo, dans un schéma de fonctionnement, dans un schéma de formation qui est basé sur l'analyse. C'est-à-dire qu'on a un problème, on a appris, grosso modo, en général, à diviser le problème, à le séparer en sous-éléments pour essayer de le comprendre, pour essayer d'identifier l'élément qui ne fonctionne pas, comme dans une machine. Et alors, soit on traite le problème qui ne fonctionne pas, soit on le remplace. Et puis, on remonte l'ensemble et tout est supposé fonctionner comme ça. D'ailleurs, si vous allez sur Internet et que vous cherchez résolution de problème, vous allez trouver ce genre de schéma-ci, qui sont parfois nommés en disant étape de résolution de problème à l'épreuve des balles. C'est assez majoritaire hein, si vous faites une recherche sur Internet, ce qui montre qu'on a cette espèce de tendance naturelle qui vient probablement de notre formation, majoritairement à désagréger, à séparer les éléments d'un problème pour essayer d'en comprendre la source. Alors, en gros, du coup, effectivement, on se retrouve souvent un petit peu en chambre, souvent aussi en faisant appel à des experts qui ont souvent, la plupart du temps, un point de vue d'un seul champ disciplinaire pour essayer de trouver une solution à un problème. Et on le définit, voilà, là c'est un petit peu réducteur évidemment comme image, mais ça montre un petit peu, c'est un petit peu le symptôme de la manière dont on traite les problèmes, alors qu'on est entouré d'une énorme complexité autour de nous. Donner l'amidose, que peut-être certains connaissent principalement pour sa participation importante à la rédaction d'un rapport sur les limites à la croissance pour le Club de Rome en 72, disait « Le monde est un système complexe, interconnecté, fini, écologique, social, psychologique et économique. Nous le traitons comme s'il ne l'était pas, comme s'il était divisible, séparable, simple et infini. Nos problèmes mondiaux persistants et insolubles découlent directement de cette inadéquation. » Alors, je n'ai pas terminé le sondage, mais je vais le faire maintenant. Karine, peut-être que tu peux en profiter pour nous présenter le nuage de mots qui est apparu tout à l'heure sur base des participations. Super. Alors, je vois qu'on a complexité, interaction. Donc, Karine, si je ne me trompe pas, les mots les plus grands sont les mots qui sont apparus le plus souvent? Oui. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a complexité, interaction, compte, système, interconnexion, interdépendance, collaboration, acteur, global, la forêt avant l'arbre, incertitude, intéressant, modélisation, système complexe, humain, boucle, problématique. Bien, on a pas mal de choses assez intéressantes. Super. Alors, je vais essayer d'aller reprendre le sondage. Ça va être, à mon avis, un petit peu plus compliqué. Ah oui, Karine, pardon, je dois reprendre la main, excusez-moi. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, on va regarder les résultats du sondage. Alors, qu'est-ce qui est apparu ici? Je sais que signifie la pensée systémique, où on a majoritairement quand même oui un peu, et quand même 30% quasiment de oui je pense. On a à la deuxième question, quand je pense et j'entends systémique, je me sens plutôt confortable, 75% des participants, ça c'est intéressant aussi. De même pour notre capacité d'agir, 78%, même supérieur, donc ça c'est assez intéressant. C'est rarement le cas, donc c'est intéressant. Les approches de travail actuelles sont-elles en phase? Un peu, quelques je ne sais pas, et quand même pas mal de beaucoup, 25%, donc ça c'est quand même vraiment intéressant. Alors, du coup, plongeons. Que veut dire systémique? Alors, systémique, c'est un mot un petit peu particulier dans le sens où on en a tous, la plupart du temps, ou pas tous, mais beaucoup d'entre nous ont une certaine compréhension assez spontanée de ce que veut dire systémique, c'est-à-dire souvent, c'est un peu des mots qui sont revenus, interconnexion, tout est lié. Parfois, comme je disais un peu, ça a apparu, hein, complexité. Mais ici, revenons peut-être à une petite deux, trois petites définitions. Donc, systémique, c'est une manière de définir, d'étudier ou d'expliquer un phénomène qui consiste d'abord à le voir comme un système, à l'aborder comme étant un système, relatif à un système dans son ensemble. Alors, ça a apparu un petit peu dans le nuage de mots, mais je n'ai pas l'impression que c'était prédominant, cette notion de système. S'oppose à la démarche rationaliste en abordant tout problème comme un ensemble d'éléments en relation. Alors, je vais juste le souligner ici, mais c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit. Systémique n'est pas nécessairement opposé à l'analyse ou à la rationalité. C'est plutôt une dimension complémentaire, plutôt une manière de nourrir
ou de regarder différemment un petit peu les choses, mais on va y revenir. J'insiste vraiment sur les questions, ce n'est pas une opposition duelle. Alors, dans ce qui définit un système, avant de définir un système, en fait, c'est intéressant de, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu, c'est ce Canva qui s'appelle Cinéfilm, mais qui ne se prononce pas Cinéfilm, qui se prononce Canavin, ou un truc de ce genre-là, qui veut dire habitat en gallois, conçu par Dave Snowden, qui en fait explique que, en fait, on parle de système au sens large, mais en fait, il existe différents types de systèmes. Il y a des systèmes qui sont dits simples. Alors, juste une chose aussi, ce graphique est présenté un petit peu en 4 cadrans, mais ce ne sont pas 4 cadrans séparés. Vous voyez que la forme n'est pas rigide et en 4 cadrans, puisque c'est plutôt présenté comme un continuum avec des frontières plutôt nuancées. Alors, on a des systèmes évidents, et les systèmes évidents, c'est vraiment, voilà, on a une cause, on a une conséquence, c'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, c'est assez simple, on est dans le domaine du connu-connu. On a les systèmes compliqués. Les systèmes compliqués sont des systèmes qui sont peut-être un peu plus difficiles à aborder, mais qui continuent à pouvoir être abordés avec une approche analytique. En gros, on peut faire appel à un expert, l'un ou l'autre, on va trouver une solution à la problématique. Peut-être que deux experts vont trouver une solution différente, mais grosso modo, c'est quelque chose qui est possible de résoudre et sur lequel tout le monde va s'entendre. Ensuite, nous avons les systèmes complexes. Les systèmes complexes, les relations de cause à effet ne sont en fait établies que rétrospectivement. On est dans le domaine plutôt de l'inconnu. Et puis, en fin de compte, on a les systèmes chaotiques dans lesquels, là, on n'a pas beaucoup de prise du tout et on ne sait pas très bien comment les gérer. Ceux qui vont nous intéresser majoritairement, ce sont les systèmes complexes, qui sont aussi dénommés, je pense que ça a dû être écrit, parce que je pense avoir vu dans le nuage de mots, qui sont désignés en général comme les systèmes complexes adaptatifs. Et on va y revenir, évidemment, par après. Donc ça, c'est une notion quand même à garder à l'esprit. Ce canevas, c'est un peu un canevas d'aide à la décision qui permet un peu de rappeler que tous les systèmes ne doivent pas être traités de la même manière et qu'il y a donc des manières de les approcher et de les comprendre qui sont forcément différentes. Alors, une définition d'un système, c'est un ensemble de composants apparentés, connexes, qui fonctionnent dans un environnement particulier afin d'exécuter toutes les fonctions requises pour atteindre l'objectif du système. Deuxième définition de données l'amidose, il y en a plusieurs, on peut en trouver toute une série, mais grosso modo, on revient toujours un peu aux mêmes éléments. Un ensemble de choses, personnes, cellules, molécules, interconnectées, de telle manière qu'elles produisent leur propre modèle de comportement au fil du temps. Et là, ça devient un peu intéressant. Donc, on a cette notion de fonction, dans un premier temps, je vais revenir après sur les autres éléments, mais on a interconnecté et on a leur propre modèle de comportement au fil du temps. Alors, je vais essayer rapidement de brosser quelques-unes des principaux principes des systèmes. Il y en a toute une série, mais ici, forcément, on va être un petit peu succinct. Alors, il y a 3 grands principes. Le premier principe, c'est le principe de totalité. Alors, quand on parle des systèmes, on les comprend comme un tout. Par définition, c'est justement opposé au principe de l'analyse. On parle du principe de la synthèse, donc on parle des systèmes comme un tout, comme un ensemble. Et donc, ça devient difficile, effectivement, de parler. Alors, je n'ai pas de pointeur, je vais en mettre, je peux montrer des zones. C'est une question de frontières. Donc, c'est quelque chose que j'entends souvent quand on parle de système et qui est en fait un peu contre-intuitif et difficile, c'est que si effectivement tout est lié, tout est interconnecté, comment on fait pour travailler sur un système? Très vite, on peut arriver, entre guillemets, dans le système monde, dans le système global. Donc, en fin de compte, quelle prise on a? Et donc, il y a cette question de frontière qui est extrêmement intéressante et importante quand on travaille dans les systèmes. C'est-à-dire qu'il faut tracer une frontière et définir une frontière sur le système, du système sur lequel on travaille, collectivement avec les personnes sur lesquelles on travaille, puisqu'idéalement, on verra, c'est un travail qui doit se faire avec d'autres parties prenantes. Voilà, ce n'est pas un exercice évident au départ, mais je ne vais pas m'étendre davantage pour parler de ça. L'idée, c'est que même si on trace une frontière, ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte. Les systèmes sont, comme on dit, nichés, imbriqués les uns dans les autres. Ils sont des sous-systèmes d'un système plus grand. Quand on parlait de fonction, effectivement, le système lui-même a une fonction, mais on considère aussi que s'il a une fonction propre, il a aussi une fonction pour le système supérieur duquel il fait partie. C'est une notion intéressante qu'on trouve fort si on s'inspire de la nature et du vivant. Chaque élément du vivant, en fait, participe à un système qui est plus grand, plus important. C'est quelque chose peut-être qu'on devrait prendre en considération en fait, dans le cadre des systèmes dans lesquels on travaille et dans lesquels on évolue, de toujours considérer quelle est la fonction qu'on remplit dans le système, mais pour le système plus grand. Il y a quelque part une question de responsabilité, qu'on parle parfois d'agentivité, agency en anglais. Alors, donc ça, du coup, voilà, par le pointeur. Donc ça, j'avais mis des petits graphiques, et donc ici, on voit effectivement cette notion de système impliqué. Alors, le principe d'émergence, c'est un principe hyper important. C'est un principe qui dit, grosso modo, c'est le tout est plus que la somme des parties.
Donc là où dans un système, en général, le mode analytique va diviser un problème en sous-problèmes et essayer de le décomposer pour identifier l'élément problématique, l'approche systémique va considérer que ce n'est pas la manière de faire et qu'il faut plutôt fonctionner dans le sens inverse, c'est-à-dire partir du système et aller vers les composants. En fait, ce n'est pas tellement les composants qui seront intéressants que la relation qui s'établit entre les composants d'un système. Si vous prenez une machine, une voiture, vous la décomposez en pièces et que vous voulez la remonter, normalement, ça ferait fonctionner. C'est un système compliqué. Vous faites l'appel à un expert, il est capable de le faire. Si vous essayez avec une vache ou avec un humain de décomposer un petit morceau en sous-parties, vous essayez de la recomposer, vous allez avoir un petit problème. Et voilà, ça, je vous ai mis l'exemple aussi, je pense, du flocon de neige. Le flocon de neige, ce n'est pas que l'eau et du froid. Il y a aussi une particule de matière qui est au milieu de ce flocon, qui crée en fait cette magie de la construction du flocon. Alors, encore un dernier principe ici sur ce slide, c'est le principe d'équifinalité. Alors là, on plonge un petit peu dans l'inconfort des systèmes, avec ce principe qui nous dit grosso modo qu'on peut obtenir un résultat identique avec des conditions initiales différentes et inversement, un résultat différent avec des conditions initiales identiques. Différentes. Donc du coup, en fait, on rentre ici dans le schéma de l'incertitude, c'est-à-dire que les systèmes ont une évolution, on va y venir après, et qu'en fait, c'est un principe qui peut nous sembler être réducteur, mais en fait, il est plutôt multiplicateur d'opportunités. Il va nous encourager à fonctionner en fait avec l'essai-erreur, à tenter des choses pour voir comment le système fonctionne et dans quelle direction il va. L'idée, c'est un petit peu, on peut comparer ça à quelqu'un qui naviguerait à la voile, il connaît sa direction, mais en fonction des vents et en fonction des obstacles, la trajectoire précise n'est pas vraiment encore connue, ça va évoluer en cours de route. Alors, un principe important, c'est le principe d'homéostasie. On pourrait en discuter pendant plusieurs jours probablement. C'est un principe de régulation qu'on entend, dont on entend beaucoup parler, puisqu'en fait, c'est grosso modo le principe de résilience. C'est-à-dire c'est une tendance naturelle du système à se trouver dans un état d'équilibre. Et les perturbations vont faire évoluer le système, vont le faire bouger. L'homéostasie, c'est cette tendance naturelle en fait, à revenir dans un état d'équilibre. Là où la résilience, comme on en parle beaucoup, alors la résilience elle est fortement utilisée pour l'instant dans une approche face aux risques systémiques et plutôt dans une approche de vulnérabilité. C'est la capacité à résister à des chocs, mais la résilience, en fait, comme l'homéostasie, en fait, naturellement, les systèmes, au-delà d'un certain choc, au-delà d'une certaine variation des éléments du système lui-même, va passer dans un autre état. Donc, en fait, derrière le principe de résilience se cache le principe de transformation, qui est une tendance naturelle des systèmes. C'est une évolution naturelle, un côté dynamique, on va dire, qu'on y trouve. Et ça, c'est fortement lié aussi au principe de résilience. On n'en parle malheureusement pas toujours assez. On est plutôt dans la capacité à revenir à un état, à résister à un choc, plutôt que d'accepter en fait, ce principe de transformation naturelle des systèmes. Alors, comme je disais, donc, ces systèmes sont dynamiques, sont adaptatifs, sont auto-organisés. Et là, on rentre effectivement dans quelque chose un petit peu inconfortable, puisque le contrôle en fait, qu'on a sur les systèmes est, somme toute, assez relatif. Alors, il y a différentes manières de voir et d'analyser. Il existe toute une série de canevas, d'outils pour appréhender ces systèmes et leur côté dynamique. Ici, c'est un cercle adaptatif. Laura va y revenir, mais plutôt dans la seconde partie, avec cette dimension de rôle. C'est-à-dire qu'autour de cette tendance naturelle des systèmes à avoir des évolutions permanentes, et ce, à différents niveaux, à différentes échelles et à différentes vitesses, les acteurs vont prendre des rôles différents dans l'évolution naturelle de ces systèmes. Et ça, c'est une approche qui est extrêmement intéressante à étudier collectivement, de réfléchir en fait à la position qu'on peut occuper institutionnellement et ou individuellement. Parfois, il y a plusieurs rôles aussi, hein. Donc, voilà, c'est pas linéaire forcément. Alors, ça fait partie aussi de l'approche des systèmes, c'est plutôt de considérer cette approche linéaire, parfois réductrice. En fait, on cherche un problème, parfois, voilà, une cause à un problème. Dans l'analyse des systèmes, dans la cartographie, dans le diagnostic des systèmes, on va utiliser une approche de causalité multiple. Et en fait, ce qu'on va notamment chercher dans cette causalité multiple, c'est l'identification des boucles de rétroaction. C'est un élément qui est hyper important dans les systèmes. Tous les systèmes ont des principes de rétroaction, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des circularités dans les causalités qui s'installent. Circularités qui vont être, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais qui sont soit de renforcement, c'est-à-dire qu'elles vont renforcer. Donc, en gros, c'est plus donne plus. Donc, au plus il y a de naissance, au plus il y a population, au plus il y a population, au plus il y a de naissance. On est dans une boucle qui se renforce elle-même. Ces boucles peuvent être positives ou négatives, vertueuses ou vicieuses. Et là, voilà, bon, j'ai préparé un exemple, mais c'est un peu plus long à expliciter. Et puis, il y a les boucles de balance, les boucles d'équilibre, qui sont des boucles de régulation, qui, elles, vont aller dans le sens inverse. Donc, plus de naissance, plus de population, plus de décès, moins de population, donc moins de naissance. Il y a une certaine linéarité. C'est évidemment un schéma hyper réducteur, mais quand on est dans une analyse plus complexe d'un système,
tente de comprendre ce mode de fonctionnement. C'est un regard, c'est un angle de regard qu'on va prendre qui est très intéressant. Alors, l'approche ou la pensée systémique en soi, en fait, parce qu'il y a les systèmes, il y a la systémique, mais l'approche ou la pensée systémique, c'est une manière d'être, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelque part, certaines personnes ont en fait une tendance naturelle, une capacité naturelle, parfois issue de leur chemin personnel, hein, de leur formation, à réfléchir comme ça, mais c'est globalement non conventionnel et institutionnellement peut-être non conventionnel. C'est donc une manière de voir ou d'interpréter le monde qui est un petit peu différente, qui considère, comme on l'a dit, le monde comme un ensemble de systèmes imbriqués, un ensemble de systèmes en relation, en interconnexion. C'est donc une attitude d'ouverture qui donne le temps, qui prend le temps collectivement de regarder le système sous différents angles, à différentes échelles. C'est une approche qui demande aussi d'avoir conscience de nos propres croyances, de nos propres schémas d'analyse, on verra un petit peu aussi, mais c'est quelque chose qui biaise énormément, tant individuellement qu'institutionnellement, notre manière de regarder les problèmes. Martin Sandbrook dit aussi la pensée systémique, c'est abandonner le besoin d'avoir raison, la peur de l'incertitude ou l'illusion du contrôle. Alors, j'aime bien aussi cette définition. Charles Schwarzman, qui est un penseur de la systémique, dit la pensée systémique commence lorsque vous voyez pour la première fois le monde à travers les yeux d'un autre. Et Arthur Schopenhauer, qui est philosophe, le place dans des mots un petit peu plus philosophiques, forcément. La tâche n'est pas tant de voir ce que nul n'a encore vu, mais de penser ce que chacun voit d'une manière dont nul n'a encore pensé. Donc, il y a vraiment cette notion extrêmement importante dans l'approche systémique, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire individuellement. Si vous prenez cet éléphant, par exemple, mais on peut prendre le cas d'une montagne, si vous demandez ce que c'est qu'une montagne à un ingénieur des routes et des ponts, ou à un berger, ou un cycliste, ou à un photographe, etc., en fait, ils auront tous une version différente de ce qu'est une montagne. Un géologue ou autre, j'en passe. Et la montagne, en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'ensemble de ces définitions et de ces visions de l'élément, du système. Et c'est là que c'est vraiment, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans la compréhension, dans la nécessité de travailler les systèmes et de les comprendre, c'est qu'on ne peut pas faire ça individuellement, il faut inviter en fait une multiplicité de points de vue pour réellement, comme disait le Schwarzman, voir le système au travers des yeux d'un autre, et à ce moment-là, peut-être qu'il faut commencer à comprendre réellement le système. Alors, la pensée systémique, c'est donc un processus ou un résultat. Il y a toujours cette question, la maison brûle, on a envie d'aller vite et de trouver des solutions. C'est sûr. Le résultat, en même temps, c'est un petit peu un leurre, puisque à partir du moment où on évolue dans des systèmes et qu'ils sont dynamiques et en transformation permanente, des grands plans pour atteindre un résultat, c'est quelque part un petit peu contradictoire avec la notion même de système. Et donc, l'approche systémique, en fin de compte, c'est surtout aussi un processus. C'est-à-dire que c'est quelque chose dans lequel on se place, c'est une dynamique, c'est une méthode de travail, c'est une manière d'observer, c'est un changement de regard, un changement de posture en fait, par rapport à l'approche d'une problématique. C'est un nouveau muscle, hein, puisque comme toute nouvelle chose, alors peut-être qu'on en a parfois conscience dans une certaine mesure, la question c'est plutôt dans quelle mesure on la pratique, dans quelle mesure on utilise les outils, hein, l'élément suivant, la boîte à outils, dans quelle mesure on est allé chercher des éléments qui nous permettent de travailler réellement le diagnostic et la stratégie, la compréhension, l'évolution des systèmes dans nos pratiques. Élément important aussi, c'est évidemment quelque chose à partager, cette pensée systémique, parce que s'il y a une seule personne dans une organisation qui pense systémique, on ne peut pas fonctionner. Il faut que l'ensemble des parties prenantes, des collaborateurs, mais aussi des parties prenantes externes, partagent en fait, cette notion. Alors, si vous vous demandez, je pense que là, le sondage montrait que tout le monde a quelque part une notion de ce que c'est systémique, mais clairement, on n'est pas dupe. La maison brûle un petit peu. On vit dans une époque de turbulence et les turbulences vont peut-être un petit peu plus vite que la musique et que nous et que notre capacité d'agir. Est-ce que la systémique peut tout résoudre? Certainement pas, mais en tout cas, c'est une approche qui me semble être nécessaire pour prendre ça en considération. Ici, on a l'approche du donut avec le plafond écologique et le plancher social. On voit qu'il y a pas mal de rouge. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi, mais ces dernières semaines, on a appris qu'on avait passé une frontière encore supplémentaire dans les barrières, dans les frontières écologiques. On a passé une 5e barrière, qui est celle des éléments qui sont définis en fait comme des nouvelles entités dans la biosphère. Une nouvelle entité en fait qui ne dit pas ce que c'est-à-dire des produits chimiques, et on voit qu'on a dépassé le plafond de beaucoup, en sachant que d'autres barrières n'ont pas encore été quantifiées. On est vraiment dans une situation où l'approche systémique devient extrêmement urgente et nécessaire. Alors peut-être certains ont déjà vu ce vocable qui est sorti en fait de l'armée américaine à la fin de la guerre froide, mais c'est quelque chose qui est nécessaire de garder à l'esprit en permanence peut-être dans notre travail. Le monde est volatile, il connaît des changements disruptifs et imprévisibles dans leur échelle et leur vitesse.
il est incertain, trop peu d'informations, difficile de prendre des décisions, il est complexe, on vient d'en parler, et il est ambigu, difficile d'interpréter l'information, et certainement si on le fait individuellement, ou même parfois individuellement dans le sens de l'institution. Alors, on a le développement durable qui nous entoure et qui est partout et qui peut-être rassure certaines personnes. J'avoue personnellement, parfois, j'ai un petit peu peur le plus souvent de voir en fait cette infographie ici, qui présente le développement durable comme un catalogue de contenus peut-être justement séparés, déconnectés. C'est vrai que j'aimerais voir un petit peu plus l'infographie ici, qui existe aussi, hein, qui apparaît peut-être un petit peu moins, et qui en fait représente l'approche écosystémique du développement durable, donc une approche qui est bien basée sur la biosphère avec une intégration de la société et de l'économie dans ce plancher environnemental de cette planète Terre et qui montre peut-être bien mieux ces dimensions systémiques et interconnectées des sujets. Alors, le développement durable, c'est aussi quelque chose qui m'interpelle beaucoup par rapport à la notion de régénération. On reste dans une option en fait qui travaille sur des problématiques, un petit peu dans une option, dans un schéma de pensée axé parfois un petit peu sur le passé. Les problèmes, c'est un petit peu les conséquences. Donc, on est un peu dans une situation face à des problèmes et on cherche des solutions pour résoudre ces problèmes et aller vers un équilibre de neutralité. On essaie de faire moins mal. On essaie de passer d'une économie dégénérative vers un espèce de plancher où on ferait moins mal, c'est-à-dire la soutenabilité. On est dans le 100% moins mal. La question serait peut-être de définir un projet, une direction qui irait dans une version plus générative, plus régénérative, de coévolution avec le vivant. Je parlais tout à l'heure de dualisation de la pensée, séparation du corps et l'esprit, séparation de l'homme avec la nature. Et je pense que le développement durable, voilà, mais c'est peut-être un avis personnel, ne va pas assez loin dans la réintégration de l'homme dans le vivant. Alors qu'il y a une inspiration là qui est extrêmement riche. Le transition, oui, donc si on parle de systémique, évidemment, c'est dans une dynamique de transition, de changement de système. Comme je parlais tout à l'heure de l'homéostasie et de la résilience, les systèmes ne sont pas fixes, les systèmes sont en évolution permanente. Et donc, c'est vraiment cette question de les accompagner. Le system change, c'est donc l'émergence de nouveaux modèles d'organisation ou de structure de système. Donc, c'est donc le fait de travailler avec les systèmes, avec les forces en présence, ça veut dire avec le côté dynamique des systèmes et leur nature évolutive naturelle, et puis travailler aussi éventuellement contre les systèmes dans une certaine mesure. Donc, on ne va pas rentrer dans trop de détails par rapport à ça. Je donnais des définitions de la transition ici, qui sont des définitions du transition management, qui est une approche de recherche hollandaise, qui définit bien en fait que la transition est un processus de changement systémique, structurel et non linéaire, des cultures, des structures et des pratiques. C'est vraiment une transformation systémique en fait de notre modèle de société actuelle. Alors pourquoi c'est important? Je pense que c'est surtout parce que les solutions d'hier, comme le dit Peter Sellier, sont souvent les problèmes d'aujourd'hui. Donc dans cette approche primaire, en fait, enfin primaire c'est un peu réductif négatif, mais dans cette approche spontanée de la dimension systémique, on imagine des causalités multiples, mais aussi on imagine des conséquences multiples. Il y a cette idée quand même d'essayer d'évaluer aussi les conséquences des actions qu'on mène, et la cartographie des systèmes est intéressante par rapport à ça. Alors, il y a cette question aussi, en fait, que la plupart du temps, on reste en fait au-dessus par rapport aux problématiques, on reste au-dessus de l'iceberg. En fait, on est dans le traitement des symptômes, on traite ce que l'on voit, et ça, ce sont que des symptômes, et on ne s'intéresse malheureusement pas assez souvent aux causes profondes des problèmes. Et là, c'est un canevas qui s'appelle l'iceberg model, qui permet en fait cette analyse plus approfondie des problématiques. Alors, il y a toute une série de canevas. Les canevas, ce sont des outils qui nous permettent de cartographier et de révéler la structure sous-jacente de nos processus de pensée et des systèmes. Et quand ils sont utilisés de manière collective, ce sont des outils qui nous permettent de nourrir notre pensée et de nourrir notre compréhension des systèmes. Je vais passer parce que je vais être court temps et je n'ai pas envie de mettre la pression sur la suite. Alors, vous verrez ce slide par après. Le Forum pour le futur, qui est l'organisation pour laquelle travaille Laura, a identifié 5 grands domaines de compétences en fait, qui doivent être développés, selon eux, dans le cadre de l'approche systémique, du system change, qui sont d'abord la capacité de diagnostic. Je pense que j'en ai un petit peu pas mal parlé avec différents outils, cette capacité de comprendre les systèmes, parce que savoir que les choses sont systémiques, c'est une chose, mais développer une capacité de diagnostic au travers d'outils et surtout de collaboration, mais ça c'est surtout l'angle que va développer Laura dans sa présentation tout à l'heure. C'est un élément essentiel en fait des systèmes. Alors ça peut paraître long parce que la maison brûle peut-être, et que peut-être on peut croire que ce diagnostic nous sépare de l'action, mais je pense que les deux ne sont pas séparés. Et puis comme je le disais tout à l'heure, l'équifinalité en fin de compte fait que nous devons fonctionner dans un
dans une pratique d'essai-erreur, et que donc mettre en place des processus de diagnostic qui vont en fait s'inscrire sur le temps long, ce sont en fait surtout des principes de collaboration qui vont nous permettre de se mettre en phase avec d'autres acteurs dans la compréhension des systèmes. Mais Laura en parlera. Il y a aussi la dimension stratégique, il y a la question du leadership et de l'apprentissage dont Laura va parler. Il y a beaucoup cette dimension de la collaboration et de l'innovation. Et l'innovation, j'insiste, ce n'est pas du tout limité à l'innovation technologique, mais bien à l'innovation dans nos modèles de pensée, l'innovation dans nos valeurs, l'innovation dans nos modes de collaboration. Je pense qu'il y a un grand champ à approfondir là-dessus et il y a énormément de littérature d'ailleurs sur le sujet. Je vois mon temps et je ne vais pas développer ça. C'est un ensemble de pratique. Vous aurez ça sur les slides que vous recevrez par après. Voilà, c'est... Alors ça, je vais le dire quand même. Donc ici, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est cette question de la collaboration dans l'approche sur le système. La fondation Garfield identifiait, en fait, c'est une fondation aux États-Unis qui travaillait sur la systémique depuis longtemps, depuis 25 ans, je pense, identifiait en fait une certaine fragmentation endémique et une concurrence subtile entre les acteurs. Et je pense que si on regarde un petit peu notre réalité wallonne, je pense qu'on sera beaucoup à être d'accord qu'il y a pas mal de collaborations, et je pense qu'il y en a de plus en plus, mais on reste quand même beaucoup, et probablement trop, dans une certaine forme de concurrence, dans une certaine forme de division, pour des questions diverses et variées, que ce soit des questions individuelles, des questions d'ego, des questions de concurrence, des questions de financement, des questions de chapelle, de manière de voir les problématiques, et je pense que là derrière, il y a quelque chose d'extrêmement important à approfondir. Alors, la nécessité du coup de développer ce réseau d'acteurs pour réellement avoir un impact dans les systèmes me semble importante à souligner, et Laura en reparlera. Alors, un réseau d'acteurs, c'est un groupe de personnes ayant des perspectives et des compétences suffisamment différentes qui se réunissent pour explorer ouvertement comment transformer en profondeur un système malsain qui étouffe les solutions. C'est donc un réseau de collaboration qui va travailler sur la confiance, qui va se donner des objectifs profonds. Et en fin de compte, l'idée, c'est de progressivement s'orienter collectivement vers une synergie stratégique. Et Laura en parlera, ce n'est pas nécessairement un processus simple, mais certainement un processus nécessaire. Alors, juste pour terminer, cette petite définition, du coup, les réseaux d'acteurs, les réseaux de collaboration sont des espaces conçus intentionnellement pour connecter diverses parties prenantes afin qu'elles s'alignent sur un objectif commun profond, qu'elles comprennent le système à transformer. Je vous laisse lire la suite. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup résonné dans le congrès sur la résilience du territoire qu'a organisé, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les propos introductifs, mais aussi les conclusions des différents groupes de travail. Une grande partie des conclusions s'orientaient en fait sur cette question de la collaboration et du changement de pratique de gouvernance. Mais là, on en discutera peut-être. Et pour finir réellement, donner l'amidose, qui a l'air de faire pas mal de citations, un peu comme Einstein. Hein. La ressource la plus rare n'est pas le pétrole, les métaux, l'air pur, le capital, la main-d'œuvre ou la technologie. C'est probablement notre volonté d'écouter les autres, d'apprendre les uns des autres et de chercher la vérité plutôt que de chercher à avoir raison. Je pense qu'on pourra tous penser là-dessus un certain temps. Voilà, donc en tout cas, les systèmes, c'est vivre avec la complexité et l'intégrer dans nos processus, parce que c'est quelque chose peut-être de difficile, mais certainement nécessaire, puisque le monde est fait de systèmes. Je vous remercie, et j'ai un tout petit peu dépassé mon temps, forcément, et je vais passer la parole du coup à Laura. Super, merci Pierre, et bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager aussi mon écran. Et Pierre, il l'a dit au démarrage, penser systémique, c'est aussi réfléchir à ses biais, à son paradigme, à ses habitudes de pensée. Donc, je vais me présenter rapidement pour savoir d'où je parle avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Pierre m'a demandé aussi de venir avec des exemples de comment toute cette pensée systémique, ces outils, ces schémas qu'il a présentés très rapidement peuvent se mettre en œuvre concrètement sur des projets de transformation des territoires. Donc, mais juste 2 mots sur moi-même, voilà, pour que vous sachiez un peu d'où je parle. Je suis, comme disait Pierre, la directrice d'une école pour le changement systémique qui est anglophone, basée à Londres. Mais en fait, moi, je suis arrivée en fait, à cette notion de pensée systémique vraiment à travers tout un parcours autour de l'innovation sociale et des territoires. Donc, j'ai dirigé un centre de ressources pour l'économie sociale et solidaire pour la région Île-de-France pendant de nombreuses années. Et en fait, je suis arrivée à des questions
gestion de pensée systémique par des difficultés dans la gouvernance entre de très nombreux acteurs, des coopératives, des grandes mutuelles, des toutes petites structures d'insertion, les territoires politiques. Enfin, comment on peut faire écosystème pour transformer une économie au niveau régional? C'était vraiment ma question à l'époque. Et c'est aussi de là que je parle aujourd'hui, en ayant l'opportunité ces 5 dernières années à monter une école autour du changement systémique qui a comme parti pris qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire ça, mais qu'il existe beaucoup de méthodes, d'approches et de pratiques dans ce domaine qui est la pensée systémique, le design thinking, les approches régénératives, la prospective, la complexité, qu'il y a énormément de choses et que ça peut être utile de faire un peu un tour d'horizon, comme l'a fait Pierre pour nous ce matin, de différentes façons de s'inspirer et de pratiquer et de trouver chacun dans son contexte quelles sont les méthodes, les pratiques qui seraient le plus à même d'ouvrir un peu des possibles, des choses qu'on n'a pas vues et d'enclencher justement des changements un peu plus profonds que ce qu'on essaye de faire avec des logiques un peu d'innovation qui parfois sont vraiment à la surface mais sans regarder ce qu'il y a en dessous et sans vraiment changer les causes des problématiques multiples qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous présenter, c'est comment les territoires, on peut s'inspirer de tout ce champ de pratique et on peut aller un peu plus en profondeur sur les choses qui nous traversent. Alors Pierre l'a dit, mais je voulais réinsister sur cette notion de territoire comme étant vraiment un système complexe. Enfin, on le dit, ça paraît assez évident. Justement, ce qui est intéressant sur un territoire, c'est qu'on va avoir de multiples systèmes, des systèmes de transport, d'éducation, d'habitation, de construction, de gestion de l'eau. Tout ça, ça va venir s'imbriquer en fait sur une zone géographique contrainte. Et donc, ça nous permet justement de se dire, le point de départ, c'est la complexité, mais c'est intéressant de aller encore plus loin et dire, en fait, le point de départ, c'est un territoire qui est vivant. Et quand on commence à regarder les systèmes vivants, on se rend compte qu'ils ont vraiment cet fonctionnement imbriqué. Et ça, c'est très important dans ce qu'on commence à comprendre avec les territoires, c'est que chaque système, et Pierre l'a dit rapidement tout à l'heure, contribue en fait à une fonction pour lui-même et à une fonction aussi qui contribue au système plus large, au tout plus large dans lequel il est imbriqué. Donc on est vraiment sur une notion de travailler sur des systèmes qui sont avec leur totalité, mais c'est un peu un pas plus loin dans la pensée de dire en fait cette totalité, elle s'inscrit dans une totalité plus grande. Et nous, ce qui nous intéresse quand on travaille avec les territoires, c'est de faire ce pas et d'essayer de se dire mais finalement, comment le territoire sur lequel nous, on travaille, il est connecté, il est imbriqué et il contribue à ce qui se passe autour de lui. Donc ici, on voit une photo de Mexico City et en fait, c'est pour voir en fait comment, en regardant un territoire, on peut voir ces éléments imbriqués. On peut voir en fait que d'abord, il y a le géologique. Le territoire, on est sur du géologique, on est sur du temps très long. On oublie parfois, on est sur des urgences, on est sur des choses qui arrivent avec un besoin de changer dans les 3 prochaines années ou pour les prochaines élections ou alors peut-être à 5 ans. Quand on travaille sur les territoires, on s'inscrit dans un temps long et c'est le géologique qui nous rappelle ça. Le géologique, on est sur des millions d'années. Donc, ça nous rappelle qu'on est bien sur un temps long quand on travaille sur un territoire. Après, on a l'écologique, on a le vivant. Et le vivant, il se manifeste différemment selon les différents territoires. Et ce qu'on va essayer de chercher, c'est de se dire, mais comment on est vivant ici? Qu'est-ce qui est particulier sur comment le vivant s'est installé à cet endroit-là, sur ce territoire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et quelle est cette totalité écologique avec laquelle on travaille qui n'est peut-être pas le même que le territoire administratif? On n'a qu'à voir les tracés en ligne droite sur des territoires colonialisés, que ce soit en Afrique, en Amérique du Nord, etc., qui ne prenaient pas du tout en compte des logiques de totalité écologique, c'est-à-dire
Quel est le bassin versant, par exemple? Quelle est l'étendue de la forêt? Comment ça marche avec les pâturages, avec les marais? On comprend en fait le système écologique dans son ensemble et on fait attention à se dire, en fait, ça préexistait l'humain. Et donc, ce n'est pas nécessairement le territoire administratif qui nous intéresse quand on essaye de chercher des solutions sur la totalité. Après, à l'intérieur de l'écologique, on a bien sûr le social, tout ce que ça comporte d'humain, de culture, de pratique, d'organisation du social, d'organisation des différents types de communautés, etc., sur le territoire. Et encore une fois, comme l'exemple qu'a donné Pierre des éléments de développement durable qui étaient mis un peu en niveau comme ça, l'économique, c'est à l'intérieur du social. L'économique est un élément imbriqué à l'intérieur du système social. Et donc, du coup, on essaye de se dire à quoi peut servir un changement dans le champ économique qui puisse contribuer à un changement sur le social qui lui-même est imbriqué dans le vivant, dans un temps long, dans un lieu très précis. Et c'est comme ça qu'on commence à réfléchir le territoire un petit peu différemment. Et bien entendu, on parle d'être humain. Et donc, quand on parle de collaboration, on est aussi dans le vivant et on est aussi dans le complexe. Donc, comme un territoire, on va se dire finalement, quels sont les différents éléments, quelles sont les diversités, les systèmes imbriqués qu'on va trouver dès qu'on travaille avec un groupe de gens, dès qu'on essaye de mettre en place la collaboration. Et pour moi, un des plus grands enseignements, je pense, de cette pensée systémique, c'est de se dire qu'en fait, il ne s'agit pas de trouver de consensus. Le but n'est pas qu'on pense tous pareil. Parce que, en fait, dans les systèmes qui sont en constante adaptation, qui sont dans une recherche d'équilibre ou de résilience par rapport à un monde qui change et qui change très vite, d'autant plus, être tous d'accord tout le temps, ce serait vraiment problématique. Ce serait un manque d'ingéniosité, un manque d'idées pour comment on peut continuellement s'adapter à ce qui change autour de nous. Et donc, on a vraiment besoin à la fois d'être dans une capacité à travailler ensemble et à faire évoluer des choses ensemble et de converger, mais pas nécessairement sur une recherche de consensus. Donc, comment ça se passe concrètement? Ça veut dire qu'on va même aller chercher des points de vue différents des nôtres de façon très active. Si on a des gens qui sont tous d'accord dans le groupe, c'est qu'on ne travaille pas avec le système. Donc, on va aller chercher, on va se dire, OK, là, il faut des points de vue différents. Si tout le monde est très confortable sur notre style de fonctionnement, sur la cadence des réunions, sur les espaces dans lesquels on travaille, eh ben, on n'a pas le système. Il faut être sur l'inconfort. Donc, il faut se dire, peut-être qu'on n'a que des gens qui aiment se réunir au café à 19h. Donc, on n'a pas beaucoup de personnes qui ont des enfants jeunes parce qu'eux, ils sont tous en train de leur donner la soupe et les coucher. On va se dire comment on va réussir à inviter des personnes des quartiers populaires, etc., si on se réunit que à la mairie. Peut-être que la mairie, dans un lieu très central, très institutionnel, va pas être un endroit confortable pour ces personnes-là. Donc, comment on peut déplacer, ne serait-ce que dans l'espace, dans le lieu, pour toujours chercher quelque chose où on n'est pas dans un confort. Si le confort s'installe, ça veut dire qu'on n'est pas sur de la créativité et on n'a pas le système avec nous. Avec ça va justement ce que disait Pierre sur le fait de regarder ses biais, ses habitudes de pensée, être conscient de son propre paradigme et notamment être conscient de sa positionnalité et du pouvoir qu'on a. Et quand on parle de pouvoir, dans une approche systémique, ce n'est pas dire que le pouvoir c'est mal, ça peut être mal utilisé, mais en fait on a tous du pouvoir pour changer les choses et que ce qui est important c'est d'en être conscient, c'est-à-dire savoir où on en est dans le territoire d'acteur, quel est mon pouvoir, comment je le mets en œuvre, comment je suis conscient de mes privilèges, d'où je parle, et donc de pouvoir mettre ça sur la table pour que d'autres personnes puissent se positionner face à ça et non pas se sentir exclus d'office. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur la collaboration, sur la positionnalité. Et puis, il y a cette idée
de consensus ou désaccord fertile. Alors moi, je me mets très clairement du côté du désaccord fertile, alors que ce n'était pas du tout, on va dire, mon style de préférence il y a une vingtaine d'années. Je n'aime pas le conflit, mais ce n'est que par le conflit, on va dire, pas des conflits ouverts, pas des conflits violents, par des conflits où il y a de l'agression et de l'abus, mais un désaccord fertile pour trouver des choses qui nous permettent d'aller plus loin, de vraiment se confronter en fait à des résistances et à une possibilité de trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Et ce qui permet aussi d'être sur des collaborations sur le temps long. Parce qu'une des problématiques qu'on a souvent, c'est qu'on va avoir de l'énergie au démarrage et tout le monde va être super content et super d'accord et en fait, ça va s'essouffler au fur et à mesure. Donc, ces questions de ramener différents points de vue, de style, de travailler le désaccord, de créer des espaces où on peut avoir des idées nouvelles, qui a de l'écoute, sont essentielles pour la longévité des processus de collaboration et c'est un peu ce que disait aussi la citation tout à l'heure de Garfield, c'est qu'en fait, on va créer un espace par la collaboration qui est un vrai espace d'apprentissage où je vais être confrontée à des choses qui me font évoluer dans ma façon de voir le monde, dans ma façon de pratiquer. Et c'est ça qui permet en fait de garder des dynamiques collectives sur une durée plus longue. Et c'est lié justement à cette notion de contexte qui change tout le temps. Et se dire qu'en fait, dans un système qui est en train d'évoluer, Pierre l'a présenté rapidement, il va passer par des phases différentes. Ce cycle adaptatif des systèmes dynamiques permet de schématiser un peu quelles seraient ces phases sur des systèmes socio-écologiques. Donc, c'est tout un travail qui a été fait sur à la fois des écosystèmes qui évoluent sur le temps long et puis des civilisations ou des communautés qui évoluent peut-être sur un temps plus court. On voit qu'ils passent par ces 4 phases. Qu'il y a une disruption. Donc ça, c'est vraiment la phase de lâcher. Il va se passer quelque chose. Ça peut être une feu de forêt, par exemple, qui va venir vraiment changer la donne. Ce n'est plus comme avant. Et donc, à ce moment-là, on va avoir la possibilité que de nouvelles idées, que de nouvelles organisations, de nouveaux motifs, on va dire, d'organisation dans le système puissent se tester. Mais en fait, il va y avoir plein de chemins différents qui sortent à ce moment-là. Et après, ça va rentrer dans une phase de réorganisation, c'est-à-dire il y a une nouvelle forme d'organisation qui s'installe. On n'est plus on teste différentes formes, différents groupements d'espèces dans une logique écologique ou différentes façons de s'organiser ou de reconstruire dans une logique sociale. Et après, il va y avoir à nouveau cette homéostasie, c'est-à-dire on va chercher un équilibre, il va y avoir une forme d'organisation qui va s'installer et qui va prendre un petit peu le pas sur les autres. Et là, on va rentrer dans une phase de croissance, c'est-à-dire ça s'installe, ça va s'étendre, ces motifs deviennent de plus en plus habituels, on rentre dans des cycles. Et après, on va rentrer dans la conservation. Et ce qu'on ne voit pas sur ce schéma, c'est qu'en fait, la phase de conservation, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus longue que les phases de disruption et de réorganisation. Là, on est sur des choses assez rapides, alors que la phase de conservation, elle est assez longue. Donc, une fois qu'on a compris ça, ça nous permet de nous positionner justement en disant, en fait, moi, comme acteur dans le système, déjà, le système dans lequel je suis, il est où? Il vient d'être complètement disrupté, il fait face à des problématiques d'inondation, on ne sait plus comment faire, on est vraiment dans cette phase de lâcher, il faut trouver des solutions, il faut expérimenter des choses, on va voir ce qui se passe. Ou au contraire, on est dans une phase vraiment très stable. On a tous ces habitudes, c'est comme ça qu'on fait ici, tout est installé, il y a très peu de place pour des nouveautés, pour changer. Donc on peut essayer de comprendre déjà le système dans lequel je suis, le territoire aujourd'hui dans lequel je suis installée, il est où en fait? Il est en train d'installer un nouveau mode de fonctionnement que je peux aider à amplifier, ou au contraire, il est très ancré depuis de nombreuses années et il aurait peut-être besoin d'être un peu plus disrupté, ou on aurait besoin un peu d'aller au conflit pour créer des espaces d'innovation. Et une fois qu'on a compris ça pour le système, on peut aussi se le comprendre pour nous-mêmes en tant qu'acteurs du changement et en tant qu'individus et en tant
qu'organisation. Moi, j'ai pas mal travaillé avec justement des personnes qui travaillent pour des territoires en France et pour le ministère de l'Environnement, par exemple, et ils se sont rendus compte qu'on leur demandait d'être disruptifs, d'être sur de l'innovation disruptive, alors que leur structure, le ministère, est un assimilateur et un stabilisateur formidable. C'est vraiment son rôle. C'est souvent le rôle de la puissance publique, de prendre des innovations, d'en faire des politiques publiques, de permettre justement d'assimiler, de créer des normes, de créer des règles. Et donc, c'est très compliqué pour des personnes qui sont dans ces organisations, qui ont un rôle dans un système dynamique lié à une phase spécifique, qui serait celle de la conservation, ce qui permet de faire des choses sur le long cours, de ne pas réinventer la roue tous les 2 matins, et qu'on leur demande de jouer un rôle de disruption. Ça crée de la dissonance cognitive. Alors, la dissonance cognitive, elle est géniale pour le changement systémique, mais il faut savoir que ce n'est pas facile. Comment on aide, en fait, comment on soutient ces personnes-là qui sont dans cette dissonance au quotidien, dans leur rôle au sein des politiques publiques, par exemple. Et on peut avoir la même chose avec des entrepreneurs sociaux, des innovateurs, à qui on demande de devenir des chefs d'entreprise au bout de 5 ans. Ils sont hyper bons, en fait, pour trouver des idées auxquelles personne n'a pensé. C'est comme des espèces pionnières, ils vont aller sur des terrains nus, ils vont inventer des choses, expérimenter, ça ne va pas marcher, ils vont être vraiment dans cette logique d'essai et erreur, ils vont se planter, et puis après, ils se relèvent et ils essayent autre chose. Et puis, en fait, à un moment, il y a un truc qui marche, on passe dans une phase de croissance, et on leur dit, bon, maintenant, comment on fait pour dupliquer, pour grossir votre entreprise, pour avoir 4000 personnes au lieu de 20. Et en fait, c'est des rôles qui sont très inconfortables pour ces entrepreneurs-là, puisque ce n'est pas nécessairement l'endroit où ils sont le mieux mobilisés. Donc la question, c'est comment, en tant que système d'acteurs, on se met ensemble avec chacun ses points forts et ses points faibles pour créer des logiques de changement. Et c'est un peu ce que je voulais illustrer avec 3 histoires assez différentes qui sont en France, à Mexico et au Canada. Je vais faire ça vraiment rapidement pour qu'on ait le temps d'échanger. L'Haut-Sangoël, vous connaissez peut-être, c'est un territoire dans le nord de la France, ancien territoire minier, qui était vraiment en déperdition et où le maire Jean-François Caron, qui est un maire écologiste, a eu une vision du futur. Mais c'est pour dire qu'avoir une vision de l'Haut-Sangoël comme étant une ville d'énergie solaire alors qu'on est une ancienne ville minière, c'est une chose. Pouvoir voir ça, c'est une chose. Mais comment on fait pour le manifester ? Et Jean-François, que je connais bien, il me dit en fait ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'Église. Et c'est pour ça qu'on l'a représenté ici. C'est la convergence des intérêts. La congrégation de l'Église, c'était plutôt des personnes qui n'étaient pas très alignées sur cette vue écologique. C'est pas trop leur culture, c'est pas trop ça qui les mobilise. Par contre, l'Église avait besoin de changer sa toiture. Et ils sont venus voir la mairie en disant, voilà, il y a l'Église qui participe, mais on aurait besoin, en tant que lieu patrimonial de la ville, de refaire la toiture de l'Église. Et Jean-François, il a vu à cet endroit-là une opportunité. Et ils ont fait quelque chose qui est complètement iconique et qui a changé le processus de transformation de cette ville. C'était de faire un toit entièrement aux panneaux solaires sur l'église de la ville. C'est la première en France, en tout cas. Et c'est vraiment comment on trouve une convergence d'intérêts. Moi, je veux faire de ma ville une ville solaire. C'est pas possible, c'est compliqué, machin et tout. Nous, on a besoin d'un nouveau toit. Comment on fait pour que les choses convergent et qu'on arrive à créer des projets qui sont un peu iconiques, où on voit ce qui est possible. On voit des choses qui sont possibles. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement de l'Haut-Sangoël, cette logique de dire comment on trouve quelque chose de finalement assez petit, mais qui agrandit, qui fait venir dans le projet des personnes qui ne se sentaient pas concernées, qui n'étaient pas alignées avec cette vision, qui ont des points de vue différents et comment on travaille avec eux. Sur le projet à Mexico, c'est un quartier, en fait, Xochimilco, qui vraiment anciennement, les quartiers agricoles de cette ville qui était construit sur un lac et ils avaient créé en fait des canaux et des plateformes flottantes pour l'agriculture dans le Mexique ancien.
et qui aujourd'hui est un des quartiers à la fois touristiques de par ces petits canaux et ces petits bateaux qu'on voit ici, mais aussi un des plus pauvres de la ville et avec une infrastructure très compliquée, justement à cause du fait que c'est sur l'eau, qui fait qu'il y a beaucoup d'habitations qui n'avaient pas l'eau courante. Et ce qui a été fait avec une organisation locale, Isla Urbana, à Mexico, c'est de se dire comment, en fait, on peut partir de l'histoire de ce lieu, de leur rapport culturel à l'eau, du fait que finalement, les personnes qui habitent là, même si c'est les plus pauvres, les plus vulnérables, ils ont en fait cette histoire, ils vivent sur l'histoire de la ville et ils peuvent, à travers ça, commencer à se réinventer en fait un quotidien plus résilient. Alors c'est intéressant, c'est passé par des innovations technologiques tout à fait banales sur le fait de récolter l'eau de pluie sur les habitations pour avoir de l'eau courante. Mais la façon dont ça a été implémenté, c'était vraiment à travers cette possibilité de prendre les habitants et de leur donner la capacité à contribuer quelque chose à la ville dans laquelle ils étaient imbriqués. Donc là, on voit vraiment un quartier populaire qui finalement, à travers une solution technologique, commence à investir un changement de paradigme pour la ville tout entière sur sa gestion de l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le territoire de Mexico qui est en train de s'inspirer de ce qui s'est fait dans ce quartier pour rendre son système d'eau plus résilient avec une multiplicité d'approches suite à un tremblement de terre en 2017 qui a vraiment montré à quel point le système très centralisé de l'eau était très vulnérable. Et je vais finir sur cet exemple au Canada qui, je trouve, est intéressante d'un autre point de vue parce que c'est un territoire très grand, mais qui a mobilisé vraiment le conflit au cœur du processus pour arriver à quelque chose d'assez chouette. Donc, c'est un très grand territoire en British Columbia, ou en Colombie-Britannique, mais on a un nombre d'acteurs assez réduit, mais avec des points de vue très très forts. On a le gouvernement qui pour la plupart était propriétaire du terrain, on a les entreprises forestières qui sont très liées en fait à toutes les chaînes de valeur autour des produits de bois dans le monde, donc avec des grandes entreprises de type Ikea, etc., qui se fournissent chez eux. Et on a des tout petits acteurs de groupes indigènes qui ont vécu là depuis des siècles. Et en fait, ce qui a déclenché le changement avec ce territoire-là, c'est de voir comment on peut faire appel à des choses qui se passent au niveau beaucoup plus grand. Donc, ce sont les ONG environnementales qui ont mobilisé au niveau international des activistes pour la forêt, qui ont réussi en fait à trouver le moyen d'arrêter les entreprises qui achetaient le bois parce que les entreprises forestières étaient en train de couper le bois de façon pas du tout soutenable et notamment avec des forêts très anciennes. Et ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est plutôt de se dire comment on pense en dehors de chez nous, comment on pense le territoire de façon beaucoup plus grande pour que on puisse élever en fait des voix qui pèsaient pas du tout dans la discours jusque-là. C'est-à-dire que les structures environnementales qui étaient alignées avec les peuples indigènes, ils pesaient pas du tout dans le débat. Donc il y a besoin en fait de réfléchir des rapports de force, des rapports de pouvoir, comment on peut créer du conflit, comment on peut trouver du pouvoir à d'autres endroits pour pouvoir chambouler en fait les acteurs et les faire se réunir autour de la table et dire ok, on doit changer nos pratiques, et ça aboutit en fait à des accords sur la gestion de la forêt qui étaient vraiment intéressants par rapport à des objectifs de soutenabilité. Donc je sais que j'ai dépassé, donc je vais m'arrêter là et on va avoir l'opportunité, je pense, de revenir sur cette question dans les échanges, sur le leadership systémique, comment on peut appréhender un système de façon holistique pour cultiver la réflexion, des conversations génératives avec des gens très très différents et permettre au collectif, non pas seulement les individus, mais de passer d'une logique de recherche de solutions à vraiment la co-création de futurs souhaitables.
Voilà.